Bonjour à tous, bienvenue dans la 50 discussion numéro 4 du mois d'avril 2021. Aujourd'hui, on reçoit Solène Bossu de la compagnie Les Parleuses. On reçoit aussi Hugo Sacchetti, musicien. Voilà, donc nous deux nouveaux arrivés du mois d'avril. Jingle. Donc bonjour à tous, donc je vous présente Hugo Sacchetti et Solène Bossu. Aujourd'hui, on va se présenter tout simplement pour commencer. Donc, je m'appelle Solène Bossu, je suis chorégraphe de la compagnie Les Parleuses que j'ai créée en 2014. Donc, c'est une compagnie de danse contemporaine qui a vocation en fait de développer à la fois des projets de création artistique euh, qui possiblement vont sur scène. Voilà. Et puis aussi des projets d'éducation artistique et culturelle, essentiellement en milieu scolaire, en France et à l'étranger cette année. Ok, avec ta compagnie à chaque fois du coup. Ouais. Je travaille essentiellement avec ma compagnie et cette année, je vais avoir la chance de travailler avec deux autres chorégraphes, Suzy Chéteau, que tu connais très bien, et puis également Eva Sayas. Voilà. Donc, il y a des projets, d'autres projets en cours là qui commencent très bientôt. Super, Mhm. génial. Et Hugo? Du coup, voilà, je m'appelle Hugo Sacchetti. Je suis à la base en fait guitariste. Je me suis formé en fait dans des conservatoires et je viens du jazz, donc j'ai étudié pendant pas mal d'années, 9 ans, la composition jazz, aussi la musique classique de façon autodidacte. Et j'ai beaucoup joué. Et en fait, avec les années passant, je me suis réorienté professionnellement vers ce qui était un peu plus mon métier de cœur que je faisais en fait à côté depuis le tout début, qui est la composition pour l'image. Donc en fait, là avec le confinement, c'est vraiment le confinement qui a été un déclencheur pour moi où j'ai su assumer à 100% ce choix et faire un choix justement. Donc voilà, donc mon métier réel actuel, je compose pour l'image. Mais en fait, l'image c'est large, ça veut pas dire grand-chose. Donc ça peut être du cinéma, ça peut être du documentaire, du court-métrage. Ça pourrait, j'espère bientôt, ça sera peut-être du jeu vidéo. Mais c'est aussi de la scène, parce que j'adore le théâtre et la danse, et du coup j'ai des projets, comme on aime bien dire ces derniers temps, transdisciplinaires ou transversaux. Donc j'ai bossé, j'ai un projet où je suis guitariste et on a non, j'arrive plus à parler, co-composé, Ouais. dyslexie. On a co-composé en groupe la musique et on joue sur scène avec des comédiens danseurs. Et là, j'ai un tout nouveau projet qui est encore à l'état de laboratoire, où, où je vais travailler avec des musiciens et des danseurs contemporains, et on va être dans un travail sur la recherche de l'improvisation, où tout est influencé par tout ce qui se passe, en fait. Et où moi, j'aurais peut-être plus un rôle, d'ailleurs, je serais plus à des machines, en fait. Je vais plus travailler sur la texture sonore et des machines plutôt que sur de la guitare. Mais voilà, je navigue entre tout ça, mais mon métier, c'est vraiment compositeur à l'image, on va dire. Ok, super. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Et du coup, quand tu es sur scène avec des danseurs ou des comédiens, est-ce que tu es carrément sur le plateau et ça se fait en live ou est-ce que tu composes quelque chose en amont et après qui va être passé en bande après pendant une représentation? Bah, il n'y a aucune règle. En réalité, tout ça dépend du désir de là où le chorégraphe ou du metteur en scène. Ok, Donc les personnes recherchent euh, une bande, il peut y avoir un travail de création sur mesure d'une bande qui sera vraiment faite pour leur spectacle. Et ok, puis voilà, si c'est plutôt une recherche de live, à ce moment-là, et puis encore ça va dépendre, parce qu'il y a des mises en scène où ils veulent où le ou la metteur en scène va vouloir intégrer les musiciens, ou d'autres non, pas du tout, il faudra que ça soit hors de la narration, quoi. Donc ça d'accord. dépend, c'est Ok, sur mesure, quoi. sur mesure. Tu t'adaptes à chaque fois. Ouais, c'est ça qui est excitant aussi, c'est que ça Ouais. dépend à chaque fois du projet.
Ok, très bien. Et du coup, Solène, toi, tu t'es amenée à travailler avec des musiciens en live ou en bande sonore comme ça pour créer dans ta compagnie? Ouais, là, avec le nouveau projet, donc la création touchée, on commence le travail avec un musicien qui s'appelle Maximilien Bergerodon et qui a D'accord. l'habitude aussi de composer pour l'image et pour des films, en fait, pour des courts-métrages, etc. Et là, si j'ai bien compris, il commence à travailler un petit peu avec, pour des espaces d'exposition, des artistes. Et puis le spectacle vivant, il a un peu travaillé pour une compagnie de théâtre, le D'accord. collectif Nose, Ah, que, oui. que tu connais aussi. Et voilà, et pour la danse, je crois que là, il débute tout juste un peu avec nous, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et effectivement, bah après, toute la question, c'est est-ce que le musicien est sur scène avec nous ou pas? Est-ce qu'on travaille la musique à part ou pendant les répétitions? Enfin, voilà, on est encore en train de chercher le processus. Et D'accord. la semaine prochaine, on est en résidence pour 3 jours. Et par exemple, il va venir un jour voilà, nous voir. Il travaille un petit peu en amont aussi. Il va m'envoyer des pistes. Mais c'est top. Et puis là, la façon dont les choses avancent, en fait, pour la création, qui est en fait un trio, Ouais. euh, et ben en fait, on s'est dit, et ça devient presque de plus en plus clair, que la musique intervient comme un quatrième personnage. Et, euh, et cette création, elle parle des espaces entre les corps et entre les interprètes, en fait, de l'espace de la relation. Et c'est comme si la musique, elle venait vraiment s'insérer, en fait, dans ces creux, dans ces espaces entre. Et comme si c'était elle qui allait créer le lien aussi entre les interprètes. C'est un peu le souhait. On va voir ce que ça donne, mais on est sur Ok. cette recherche-là, en tout cas. Ouais. Ok. Mais Et du coup, c'est génial, ouais, de travailler. Enfin, moi, je trouve d'avancer en même temps, en fait, avec la musique. ouais, Donc, en parallèle, à ouais, côté de l'autre, ouais, quoi. voilà. Ouais, ouais. Et du coup, il y a des instruments déjà prédéfinis pour cette création sonore ou pas du tout? Pas du tout. On s'est dit que là, on allait partir sur des sortes de nappes sonores et puis d'autres choses un peu plus électroniques. D'accord. Euh, voilà, ce ne sera pas forcément des instruments acoustiques, quoi. Ok, d'accord. J'ai peut-être pas les bons termes. Si c'est le cas, je suis désolée. Non, non, Ok, c'est tout bon. Euh, je fais une petite parenthèse, ça c'est souvent un truc, peu importe que ça soit dans le ciné ou dans le documentaire ou sur scène, chaque fois que je travaille avec des gens qui sont pas directement de formation musicale, il y a toujours ce stress d'avoir la technique, d'employer les bons termes. Mhm. Et moi je trouve qu'en tant que compositeur, un des grands plaisirs que j'ai, c'est comme c'est un travail finalement dans ces cas de figure en fait, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, il a un film, il a une pièce de théâtre, il a un rêve. Et il a envie que la musique sublime ça, elle accompagne ça. Et du coup, il y a toujours cette peur de ne pas être compris et du coup d'employer. Et en fait, moi, ce qui m'éclate, c'est que quelqu'un vient de me dire quelque chose qui n'a rien à voir avec de la musique et que moi, je trouve ma façon, je comprends ce qu'il me dit, je traduis dans mon langage et j'arrive à créer quelque chose qui le touche et je lui renvoie la balle. Et donc, je suis toujours en train de dire, mais on s'en fout, on s'en fout de la technique. Moi, je l'ai ma technique, t'inquiète, c'est pas grave. Donc il y a vraiment c'est pas important quoi. Comment on utilise les mots, chacun a ses mots et. Et c'est vrai que par exemple, Maximilien, on a travaillé sur un précédent projet en janvier, qui était un travail à distance avec des danseurs canadiens. Et en fait, il a fait la musique de cette vidéo danse. Et donc, en fait, dès le début, il a pris le parti de me dire qu'il voulait pas forcément que je lui envoie des musiques ou des choses qui m'inspiraient, mais plutôt qu'on parte sur voilà, des échanges verbaux avec moi qui essaie de lui décrire quoi, la musique que je recherchais. Et ça a été, franchement, ça a été assez jouissif parce que des fois, bah, ça me surprenait complètement parce qu'il entendait des choses d'une autre façon. Et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant plutôt qu'effectivement, moi, mon premier réflexe aurait été d'envoyer une playlist de musique qui m'inspirait. Et puis je me disais, bon, bah, voilà, fais Fais-nous quelque chose. un mix. Euh, et en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est vachement plus passionnant, en fait. Et effectivement, je comprends ce que tu dis.
Hugo par rapport au vocabulaire, parce que bah, moi je pense que les danseurs aussi, on a un vocabulaire bien particulier par rapport au corps, à la peau, aux sensations, etc. Donc lui, voilà, c'était sa lecture finalement de ce que je lui transmettais. Donc c'était vraiment Puis sympa. il est sage, ton collègue, parce que ça, c'est quelque chose auquel enfin, dans le métier, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum, en fait. Ce qu'on appelle en termes techniques, justement, dans le cinéma en tout cas, on appelle ça les temp tracks, temporary tracks. Donc, ça va être des musiques temporaires qui sont là pour remplir un espace, pour inspirer très souvent les monteurs qui vont devoir monter l'image. Et en fait, c'est un énorme piège pour les compositeurs et aussi c'est un piège pour le réalisateur. Et en fait, dans la mise en scène, dans le théâtre, ça marche pareil, hein. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir une musique qui sert à créer, peut-être pas une chorégraphie, mais en tout cas à inspirer quelque chose. Et en fait, le plus dangereux, c'est quand ça fonctionne, c'est pas quand ça rate. Et quand ça fonctionne, il y a une association émotionnelle entre la musique et le mouvement, ou la musique et l'image. Et après, c'est un enfer pour le compositeur d'arriver à réatteindre ça. Et Ouais. souvent on peut proposer ce qu'on veut, et ça sera toujours décevant pour la personne qui l'entend parce que l'émotion a été générée ailleurs et donc ça pourrait être même mieux d'un point de vue pure composition. Ça marche pas. Et donc en plus ça contraint énormément la créativité du compositeur qui se dit bon, ils ont adoré ce truc-là, comment je vais pas leur proposer un truc à 3 km parce que je vais travailler pour rien, c'est ça qu'ils veulent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très bien de les éviter, ces temporary tracks. Et du coup, je pensais à un truc par rapport à ce qu'on disait. Oui. Du coup, je demandais à Solène si son compositeur utilisait des instruments en particulier. Du coup, Hugo, est-ce que toi, tu peux composer pour tous les instruments du monde? Bah, en fait, en fait, je pourrais te dire oui et oui et non. Oui et non. Tout dépend en fait de l'échelle de précision que tu attends. En D'accord. gros, n'importe quel instrument va avoir des secrets et des nécessités de jeu, de technique, de position, de son, etc., qui seront révélés, on va dire, aux instrumentistes qui les pratiquent depuis longtemps. Donc, si t'es un chef d'orchestre classique, ou un compositeur spécialisé dans le classique, tu te dois de savoir exactement quelles sont les limitations, les contraintes physiques qu'un violoniste, qu'un violoncelliste, qu'un altiste, qu'un contrebassiste, qu'un flûtiste, qu'un n'importe quoi, tous les instruments qui font partie de cette musique va rencontrer. Ok. Euh, c'est obligé. Mais évidemment, si tout d'un coup tu dois aller regarder comment un musicien cubain joue leurs instruments trad, bah, il y aura ce niveau d'exigence et de finesse de la connaissance de chaque instrument. Il existe dans tous les endroits du monde pour toutes les musiques traditionnelles. Mhm. Donc en fait, euh, quand on est compositeur et qu'on veut, moi je sais que j'adore ça. C'est un truc que j'aimerais vraiment pousser dans ma vie et qui m'éclate, c'est de mélanger les styles et de mélanger les racines et d'aller chercher de l'orchestral, et je vais mélanger avec de l'électronique, et puis je vais aller prendre un peu de musique du monde de je sais pas quel endroit et voir comment tout ça se mélange. Donc si à partir du moment où j'étends mes horizons et que je vais aller essayer de mélanger tout ça pour créer des nouvelles couleurs, des nouvelles sensations, je suis forcément limité en connaissances techniques sur chaque instrument. Donc je vais avoir besoin que les instrumentistes qui vont venir travailler avec moi connaissent très bien leurs instruments et qu'on ait un dialogue. Et qu'en gros, je leur dise, voilà, j'ai composé ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est jouable, pas jouable? Si ça l'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, et je tâtonne, mais je peux pas, on n'est pas omniscient, évidemment, hein. Donc je peux Mhm. composer pour tous les instruments dans le sens où je pourrais vraiment avoir un coup de cœur sur, je sais pas, une flûte de je sais pas quel pays d'Asie qui me fascinerait et je voudrais l'intégrer, et je pourrais l'intégrer. Mais je ferais une nouvelle musique qui serait ni du pays de là-bas, ni d'ici, et j'aurais besoin d'aide pour ne pas faire n'importe quoi. C'est ça un petit peu, tu vois. D'accord. Ok. Et du coup, Solène, pareil, dans la compagnie, quand tu crées en tant que chorégraphe, est-ce que tous les corps sont modelables et sont possibles dans la création ou pas du tout? Ouais, je pars de ce Tu principe-là pars et de ce principe-là? principe que toutes les personnes qui disent ah mais je sais pas danser, mais si en fait tout le monde sait danser et tout le monde peut danser. Ouais, c'est vraiment une chose à laquelle je crois très très fort.
Euh, Par exemple, donc dans le dernier projet, dans Toucher, c'est donc un trio et je danse avec une femme qui s'appelle Anne Sachs, qui a 72 ans et qui n'est pas danseuse professionnelle, et qui a pratiqué la danse toute sa vie en tant qu'amateur, mais voilà, jamais professionnellement. Et avec une jeune adolescente, enfin jeune, elle a 17 ans, euh, qui s'appelle Rosa Carrier, et voilà, que j'ai connue quand j'enseignais au RIDC, et que voilà, je retrouve là, maintenant, elle est plus grande que moi. Je l'avais quittée, elle était toute petite. Maintenant, je la retrouve, elle est plus grande que moi. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est pas, mais aussi parce que très personnellement, et puis de toute façon, il y a autant de danse contemporaine qu'il y a de danseurs et de chorégraphes. Mais moi, personnellement, c'est pas un corps performatif qui m'intéresse, ou c'est pas le travail exclusivement sur la technique, etc. Ce sont des présences. Et c'est vrai que Anne et Rosa, elles ont, je sais pas, cette force et cette délicatesse et cette sensibilité, moi, qui me touche, voilà, complètement. Et c'est ça que je creuse. Et je pense que aussi peut-être que la technique, elle est pas au rendez-vous tel qu'on se l'imagine dans notre tête de ce que pourrait être la technique d'un danseur. Mais quand même, ça fait émerger quelque chose du corps, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et, euh, et dans ce projet particulièrement, tu vois, et bon, je pense que tu travailles de la même façon, mais j'arrive pas avec une chorégraphie que je leur demande de reproduire, quoi. Non, mais voilà, ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens non plus parce que je pense que si c'était le cas, il y aurait une sorte de comparaison forcément qui se ferait sur le fait que, ah bah tiens, ce sont des danseuses amateurs et puis il y a une danseuse professionnelle et peut-être qu'on n'est pas au même niveau. Alors que ce qui m'intéresse, c'est bah, de partir de leur corps et de leur danse, et de creuser, elles, en fait, quelle est leur écriture chorégraphique personnelle. Et de voir comment nos différentes écritures chorégraphiques se rencontrent à un moment donné, et peut-être que ça va faire émerger une autre écriture toutes ensemble, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment ce processus en fait qui est passionnant, et à la fois ça peut être sans fin, quoi. Ça peut être quelque chose. Du coup, en studio, vous êtes ensemble tous les trois? Ouais, alors en fait, Rosa nous a rejoint très récemment, en fait. Elle nous a rejoint lors de la dernière résidence. Elle est venue juste 2 jours avec nous travailler. Euh, mais oui, la semaine prochaine, on travaille toutes les trois. Et voilà. Bon, c'est un peu ce que je dis en ce moment, je suis un peu dans le creux de la vague de la création. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est le moment où tu te dis, où tu as testé plein de choses et c'est le brouillon dans ta tête, et tu sais que tu as besoin que ça se réorganise, et que tu sais plus trop par quel fil tirer, tu vois. Je suis un peu dans voilà, dans cette partie-là de la création, mais ça va se débloquer. Bah, en plus, Ça, peut-être c'est dur, trois et ça. de peut-être vous aider les unes les autres, ça peut Ouais, voilà. aider Ouais, le souffle. ouais. Tu as ce genre de moment aussi de creux de vague. Ah ouais, tout le temps. Terrible. Ouais. C'est terrible, et tu sais presque même plus pourquoi tu fais le projet. Et en fait, si, enfin, c'est. Ouais, Si, bon, ouais, c'est bien sûr. Non, non, je rebondis, Solène, sur ce que tu disais par rapport au fait de faire une partition, de créer une chorégraphie qui parte des personnes et pas d'une idée personnelle que tu voudrais adapter à des gens et à des corps, mais de partir des corps pour créer une histoire avec ces personnes-là. Et ça, je trouve ça très beau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en musique, c'est un peu un summum. Et ce qui est fou, c'est que c'est un summum dans n'importe quel style de musique, mais si on prend Duke Ellington dans le jazz, qui est un des compositeurs les plus fameux du jazz et qui a écrit pour orchestre, big band comme on dit, euh, il écrivait pour des musiciens. Il avait ses musiciens, il les connaissait par cœur, il savait ce qu'ils savaient faire, il savait ce qu'ils savaient pas faire, et il écrivait pour les gars. Bon, à l'époque, c'était un milieu très masculin, hein, donc. Et, euh, et en fait, il y a- surprenamment, dans le classique aussi, il y a des chefs d'orchestre et des compositeurs qui connaissaient leurs musiciens. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que n'importe quel style musical, à partir du moment où les gens se connaissent et connaissent leurs limites et leurs forces, la musique est plus belle, quoi.
parce que elle a quelque chose qui touche à, ouais, elle peut être dirigée par un esprit, mais elle est le résultante du travail de tout le monde, quoi. Et c'est marrant comme, c'est un truc que j'adore. Là, j'ai élargi un peu, mais un truc qui m'apporte beaucoup dans ma collaboration avec justement, bah, il y a ce projet sur lequel je travaille depuis 2 ans avec une amie et donc qui est la chorégraphe, enfin la metteur en scène qui s'appelle Violaine Bougie. Et on est toute une équipe, on est 4 musiciens et 4 comédiens danseurs. Et c'est une mise, un spectacle qui s'appelle Yukon Style, qui est une pièce de Sarah Bertium, qui est une autrice québécoise contemporaine. Et donc on a refait il y a une mise en scène de ce spectacle. Et moi, c'était la première fois que je m'investissais autant dans un projet transversal avec des comédiens et des danseurs. Et en fait, ce qui est génial, c'est de voir absolument que peu importe l'art, il y a des choses qui fonctionnent et qui sont les mêmes. Et c'est juste que c'est pas le même langage ou c'est pas au même endroit, mais on parle des mêmes choses différemment. Et que les ponts entre les activités, entre les arts sont énormes en fait. Il y en a partout dans tous les sens. Faut les sentir, faut les attraper et on peut vraiment casser ces cloisonnements qu'il y a beaucoup entre les arts, quoi. Il y en a. Vraiment. Et il est parti. Ça, c'est première envolée. Ok, ciao, c'est bon. J'en ai une pour moi, à ton tour. Et donc Hugo, c'est ça. Et Solène, c'est ça. Dernière petite question. Enfin, je me suis posé beaucoup cette question en tant que danseuse et chorégraphe. Et j'ai l'impression, et du coup, je voulais avoir votre avis sur cette question, j'ai l'impression que le fait de chorégraphier et de composer, moi, m'a redonné un souffle de dingue pour avoir l'envie de danser et l'envie d'être interprète, que j'avais complètement perdu en étant tout le temps en train de ramer. Il faut que je danse, il faut que je sois en forme, il faut que machin me voit danser parce que. Et j'avoue que j'étais un peu en train de plus trop avoir d'énergie, ni même d'envie et tout ça. Et en fait, le fait de créer et le fait de rechercher avec des corps, avec des histoires, avec de la musique, etc., ça m'a. Et je trouve un sens du coup à ma danse finalement. Du coup, je voulais avoir votre avis un peu là-dessus en tant que créateur, en fait. J'y vais. Bah, pour répondre à cette question, je pense que du coup, moi, ça fait écho à mon parcours. En fait, j'ai commencé par enseigner beaucoup la danse contemporaine et dans des contextes type conservatoire, association, RIDC, enfin voilà. Et vraiment, pendant 7-8 ans, je n'ai fait que ça, que enseigner. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est l'enseignement qui m'a... c'est grâce à l'enseignement que j'ai découvert ma danse et ce qui était important pour moi de transmettre. Et ensuite, du coup, c'est là que j'ai monté ma compagnie. Et du coup, j'ai commencé à faire des projets chorégraphiques. Et donc, dans tout ce parcours, j'ai pas tant dansé dans d'autres compagnies, hein. Genre, j'ai fait enseignement après ma compagnie. Et puis seulement maintenant, je commence à danser pour d'autres personnes. Du coup, et je te rejoins complètement, Marion, dans là-dedans, parce que, bon, dit comme ça, du coup, bon, évidemment, il n'y a pas de parcours type, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est un chemin un peu alambiqué et en même temps qui, pour moi, fait vraiment du sens. Et, et je me sens plus, je dirais, légitime, entre guillemets, de danser maintenant que j'ai parcouru tout ce parcours, plutôt qu'il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Et je pense que finalement, de chorégraphier, c'est faire des choix, enfin, vraiment des choix personnels, chorégraphiques, artistiques.
Et je pense que ça construit vraiment, quoi. C'est comme enfin, moi, ça me donne cette sensation personnellement que ça me crée une colonne vertébrale, quoi. Ouais. Et une identité aussi. Et tu vois, c'est deux projets auxquels je vais participer avec Suzy et Eva. Euh, bah, la particularité, c'est qu'elles sont aussi allées chercher des personnes, un type de personnes qu'elles cherchaient, tu vois. Du coup, Suzy, elle est venue te chercher toi pour ta danse. Charlotte, pareil. Enfin, donc, notre interprète. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas. Ah, pardon. Désolé, c'est moi. Je vais couper ça. Et du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas rentrer dans l'écriture chorégraphique de quelqu'un, mais c'est nous, en tant qu'interprète, qu'est-ce qu'on va venir proposer, voilà, au projet, qu'est-ce qu'on va venir ajouter au projet. Donc, je suis d'accord et je suis un peu dans le même état que toi, en fait. Là, depuis plusieurs mois, bon, c'est un peu, du coup, difficile, un désir qui est un peu difficile à assouvir, mais j'ai envie de danser, quoi. J'ai envie d'aller prendre des cours, j'ai envie de me remettre dans mon corps d'interprète, quoi. Génial. Ouais, Super. voilà. Et toi, Hugo, du coup? Bah, c'est drôle, ouais, c'est chouette parce que c'est exactement pareil pour moi. Moi, j'en reparlerai après quand on sera dans le confinement parce que c'est aussi lié au confinement et c'est intéressant d'ailleurs comment ça s'est passé, je trouve. Mais moi, du coup, j'ai fait, je viens d'une formation assez académique où j'ai fait une école de jazz pendant 6 ans. En parallèle, j'ai fait des conservatoires. Donc des fois, pendant 2 ans, j'ai même eu 2 écoles en même temps. Euh, j'ai enchaîné, ouais, à part une année sabbatique que j'ai prise à Cuba. J'ai toujours été dans les écoles, les conservatoires, l'apprentissage de l'instrument, les groupes, les répètes. Et donc j'ai commencé ça en sortant du lycée et je savais que je voulais être musicien pro, j'avais ce rêve-là. Et je m'étais mis une pression formidable sur les épaules en fait, mais genre énorme. Et en fait cette pression, ce rêve d'enfant qu'il fallait que c'est comme un couloir quoi, un couloir où finalement on rentre dans un milieu qui est déjà lui-même très fermé, où les gens sont tous un peu obsessionnels et, euh, et on devient nous-mêmes obsessionnels et on se met une pression de dingue, on se rend compte avec les années passant à quel point c'est un milieu difficile, ce qui est compétitif, donc ça augmente la notion de pression, plus on perd les illusions de l'adolescence, plus ça devient encore pressionnant. Et on arrive à une espèce d'entonnoir qui peut être déprimant ou asséchant, quoi, ultra, vraiment asséchant. Et moi, j'étais arrivé là. Et j'étais arrivé là avant le confinement, les quelques années avant. Et j'arrivais à le combattre, à le juguler, mais je sentais quelque chose qui était pas. C'est comme se mentir à soi-même, quoi. Il y a quelque chose qui a un décalage entre ce qui nous fait lever le matin et ce qui nous rend heureux et ce qu'on fait, et jusqu'au moment où on arrive à ce que tu disais, Solène, c'est-à-dire les moments où on se dit, mais pourquoi je fais ça déjà? Et là, ça fait mal de se dire, mais pourquoi ça fait des années que je fais ça, mais pourquoi? Et, et du coup, en fait, moi, maintenant, je suis 100% sûr de mon choix de vouloir vivre, en tout cas d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire de gagner de l'argent, parce que c'est ça que ça veut dire professionnel, hein. C'est-à-dire être rémunéré en proposant des compositions pour d'autres choses, de l'image, du théâtre, du jeu vidéo, je ne sais pas, même d'autres choses encore. Et le fait de savoir ça, ben, ça me redonne envie de jouer de la guitare. Ça me redonne envie de faire des projets, de faire des jams, juste de vivre, de m'exprimer avec l'instrument, de ressentir avec l'instrument. Parce que c'est ça que l'académisme, je crois, et le côté très professionnel, développement de carrière, qu'on est obligé de gérer si on veut arriver quelque part. C'est ça qui fait oublier, c'est qu'en tant que créateur et artiste, on peut pas déconnecter notre activité artistique de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit, quoi. Donc, euh, il faut savoir gérer ça, et ça peut pas rentrer uniquement dans une approche arithmétique, analytique de comment je vais gérer ma carrière et comment je vais devenir plus connu ou plus successful. Ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense aussi que quand on développe son activité de créateur, entre guillemets, je crois que ça nous fait relâcher un truc
Et je ne sais pas comment le dire. C'est plus le même enjeu en fait que quand on cherche, qu'on passe des auditions, qu'on veut faire partie de telle ou telle compagnie et que on est à fond là-dedans. Dans le sens où on a, tu vois ce Ouais. que je veux dire? On a quelque chose qui nous appartient déjà et bon après ça fonctionne plus ou moins bien et puis le contexte n'aide pas non plus. Mais je pense que ouais, intérieurement, il y a déjà quelque chose de construit en fait, et on n'a pas besoin de ça pour se sentir vivre au niveau artistique, Hmm. quoi. Bon, Ouais. voilà. Non, non, si, si, ouais, carrément. Mm. C'est juste que quand je pensais ce que tu disais, et du coup, je pense que ça sera un parallèle, je vais essayer de le penser dans le monde de la musique, et le parallèle enfin, ce que tu expliques, moi, j'imagine, c'est pareil, peut-être ce que pourrait ressentir un instrumentiste professionnel qui vraiment s'est formé en tant qu'instrumentiste, qui veut jouer dans des groupes, dans des projets et tout, et qui d'un coup se dit, hey, je m'en fous, là, je vais faire mes trucs. Et donc il passe du mode d'instrumentiste au mode à compositeur. Enfin, moi j'ai toujours eu cette ambition d'être instrumentiste et compositeur. Et du coup, moi, ce relâchement, cette détente, je l'ai ressenti dans le fait en fait, de dévier, le, de passer de je serai compositeur et guitariste de jazz parce que j'ai fait ces études-là, à non, en fait, je vais prendre le chemin qui m'est 100% personnel et qui n'est pas le résultat de la persévérance d'une formation, tu vois. Du coup, je suis pas formé pour être compositeur à l'image, mais c'est pas grave, je vais faire ça. Donc moi, mon relâchement, je le trouve là, dans ce choix-là, en fait. Mais au final, c'est la même chose, quoi. J'ai changé de registre aussi. Ouais, bah, j'ai eu un peu la même chose moi aussi où j'étais très sortie de CNR, enfin de conservatoires régionaux, machin, en mode c'est la danse contemporaine et du coup il faut ce genre de mouvement et si je fais plus jazzy, bah non non non, si j'aime la danse classique, ça va pas le faire non plus. Et le fait je sais pas si c'est la bonne phrase, mais le fait de se mettre en retrait un peu et de se mettre à créer et de devenir un peu, j'arrive pas à dire vraiment, de devenir chorégraphe. Euh, euh, du coup, je me dis, en fait, j'ai le droit de choisir le mouvement que j'ai envie de faire et que j'ai pas besoin de choisir ce mouvement-là parce qu'il faut que je rentre dans telle case ou telle autre case, etc. Et qu'en fait, comme tu disais, Solène, on a notre colonne et on a le droit d'avoir plein de choses qui composent cette colonne, quoi. Pas forcément une petite case. Voilà. Puis c'est aussi la grande hypocrisie de notre société, quoi. C'est-à-dire que c'est une société dans laquelle en tout cas d'un point de vue artistique, on te dit tu n'as pas le droit de faire autre chose que ce qu'on t'enseigne. C'est très très mal, hein. Attention, hein. C'est comme Ouais. ça, c'est académique. Et puis qu'est-ce qui est toujours récompensé? Mm. La créativité, l'originalité, les gens qui sortent des cadres. Mm. On t'enseigne à pas penser comme ceux qui sont reconnus. Il y a un truc qui est un peu twisté, quoi. Ouais. Un peu schizophrène, cette société. Complètement. Donc, deuxième partie et dernière partie, c'était juste avoir votre vécu un peu sur la situation c'est-à-dire qu'on vient de vivre. On est toujours un peu dedans, mais je suis assez positive comme personne, donc j'ai envie de dire qu'on est au bout. Euh, ouais, je voulais vous poser cette question parce que c'est vrai qu'en en parlant avec pas mal de gens du milieu, j'ai l'impression que ça a été vécu très très différemment selon chaque personne. Donc, juste un petit mot si vous voulez dire si ça vous a apporté quelque chose de plus, si ça vous a complètement déprimé. Euh, alors moi, enfin, c'est toujours un peu le problème avec ces épisodes, enfin, cette époque, c'est que ça va dépendre de ta chance. Par exemple, moi, je l'ai super bien vécu, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai perdu personne de ma famille ou de mes proches. Il y a des gens, j'ai des potes qui ont perdu des gens de leur famille ou de leurs proches. Forcément, quand ça arrive, on vit pas les mêmes choses, quoi. Déjà, il y a un fossé. Et puis, il y a l'argent qui rentre en jeu, quoi. Est-ce que j'ai des gens qui ont eu des grosses galères financières et ils vont pas avoir ressenti les mêmes choses que ceux qui n'en ont pas? Or, moi, il se trouve que j'ai eu de la chance financièrement parce que euh, en octobre, juste avant que ça éclate en mars, quoi, l'octobre avant, j'avais pris un petit job alimentaire en plus. Parce que justement, j'avais envie de. En fait, j'avais à la fois des besoins d'argent,
Et à la fois, j'avais besoin de casser, de sortir de mon milieu où je pensais que musique, où je parlais que à des musiciens ou des gens on va dire, qui faisaient de la création ou qui étaient dans les arts. Et j'avais envie de me frotter à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je vais faire voilà, donc je bosse dans un escape game. Je suis game master. Donc j'accueille des gens, je les brief, c'est de la communication, je les surveille pendant le jeu, c'est de la mémoire parce qu'il faut savoir ranger les salles. Et puis c'est aussi tout simplement de la comptabilité parce que faut savoir gérer une caisse et savoir nettoyer à la fin de la journée, etc. Donc c'est un truc très pragmatique, c'est un métier où il n'y a pas besoin d'avoir de qualification à part avoir un petit peu le smile et mettre les gens bien. Et c'est payé au super SMIC. Voilà. Et donc, c'était intéressant de rencontrer des gens de tous les milieux. J'ai rencontré ma copine, qui est vitrailliste et dessinatrice et restauratrice d'œuvres d'art, mais qui faisait comme moi parce qu'elle était en galère comme tout le monde. Et j'ai rencontré des gens passionnants qui viennent de plein de milieux différents et qui avaient tous C'est super, en fait, ça fait du bien de se rendre compte qu'en fait, c'est ça la vie, quoi. La vie, c'est que tout le monde a des aspirations, tout le monde est intelligent, on n'est pas au-dessus des autres parce qu'on fait de la création, et que tout le monde a des rêves, et que tout le monde essaie de s'en sortir comme il peut. Voilà. Et d'être complètement déconnecté de mon milieu musical, bah, ça m'a fait du bien. Et du coup, quand j'avais ce temps que je considère, il y avait une partie de moi qui disait ce temps est gaspillé, j'aurais pu en faire de la musique, j'aurais pu en faire autre chose. Et ben, il valorisait le temps qui me restait. Et moi, et ça m'a fait beaucoup de bien de valoriser le temps que j'avais en sacrifiant une partie. Et donc j'ai été chanceux bah, parce que quand n'importe quoi, quand le confinement est arrivé, je me suis retrouvé au chômage, enfin j'étais à mi-temps, mais je me suis quand même retrouvé avec un chômage partiel, quoi, pas du tout prévu. Donc ça fait 1 an que j'ai un chômage partiel et ça c'est un coup de bol de fou, quoi, parce que j'ai pu continuer à travailler sur des projets en tant que compositeur à l'image pendant 1 an qui étaient absolument pas rémunérés, où des fois je suis même en négatif en termes de dépenses, mais qui sont des projets artistiques, des projets écologiquement engagés ou des projets juste qui m'éclatent. Dans ce sens-là, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai perdu personne et en plus j'ai été protégé financièrement. Top. Coup de bol. Super. Bah, je rejoins un petit peu ce que Hugo a partagé, dans le sens où j'ai aussi la chance de ne perdre personne, que tous mes proches aillent très très bien, aussi d'être en sécurité financièrement, matériellement, parce que bah, je suis intermittente et que voilà, quand même on a eu ce soutien-là jusqu'ici. Et puis après, pour moi, à partir du premier confinement, en fait, ça a été... bah, j'ai saisi cette opportunité et ce temps qui m'était offert, parce que le temps, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup. J'ai toujours la sensation de beaucoup courir d'un projet à l'autre, etc. Et de ne jamais avoir le temps de faire des choses administratives, type de la diffusion, voilà. Et du coup, j'ai vraiment saisi cette opportunité du premier confinement pour travailler à fond là-dessus et me focaliser là-dessus. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai envoyé mon travail à tout le monde. Enfin, tout le monde. Pas à tout le monde, mais voilà, je me suis fait des super listes de structures, voilà, et pour développer les projets aussi en milieu scolaire. Et j'ai eu de la chance et aussi, je rejoins ce qu'Hugo nous disait, c'est une question de chance et d'alignement des planètes, parce que les projets là que je mène, qui très rapidement traitent en fait de la distance entre les êtres et comment on peut être en lien les uns avec les autres malgré la distance qui nous sépare. Donc ces projets que j'ai débutés en 2018, ça parle un petit peu de ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Du coup, tout d'un coup, ça a eu un écho et les gens m'ont répondu voilà, de façon hyper enthousiaste. Et vraiment, j'ai pu être mise en relation avec des personnes qui ont soutenu mon travail. Et enfin, voilà, des très beaux échanges. Et donc, c'est un alignement des planètes. Et tous ces projets, cette année, ils voient le jour. Et voilà, et j'ai jamais autant travaillé que cette année. Génial. Et c'est génial. Et en même temps, je vois bien que cette période, comme tu disais, Marion, il y a eu des ressentis
vraiment opposés, quoi, quasiment. Complètement, ouais. Mais je trouve que cette période, elle creuse les inégalités, quoi. J'ai des amis qui sont en mode raisin sec, quoi. Ils savent plus quoi faire. Enfin, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, Complètement. voilà. Donc, ouais, je m'estime tellement heureuse et chanceuse et voilà, beaucoup de, j'ai beaucoup de chance. Bon, c'est tant mieux pour vous deux, hein. C'est Ouais. super chouette. Ça fait C'est plaisir à sûrement entendre. pas un témoignage, comment dire, c'est pas un témoignage, j'ai perdu le mot. Tu sais, représentatif, quoi. Représentatif. Et Euh, voilà, et bon, bon, voilà, c'est de la chance, c'est un alignement des planètes et voilà. Ça fait partie aussi du truc, hein. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Solène. Il y a un truc, il y a une chose que j'ai apprise, vraiment une leçon que j'ai apprise du confinement et qui me fait toujours d'ailleurs beaucoup réfléchir et qui en vient même en fait, à me permettre de reconsidérer un peu comment je veux vivre ma vie à le plus long terme. C'est une leçon qui m'a été enseignée, je dirais, enfin, je crois, on verra si je l'oublie, mais en tout cas, à la fois en regardant, du coup, en vivant cette période et en même temps en ayant des exemples externes et des conversations. Par exemple, justement, là, on est dans un échange trans-artistique, multi-artistique. Du coup, ma copine, Céline, elle est vitrailliste, peintre, dessinatrice, restauratrice d'œuvres d'art. Et elle me racontait que quand elle peint, elle a besoin d'un espace, de se créer un espace mental qui soit très très calme et qui est très particulier en termes de ressenti temporel. C'est-à-dire qu'en fait, si elle arrive à trouver les bonnes conditions pour peindre, elle est dans une bulle où le temps s'arrête et où en fait le temps est complètement dilaté. Donc, ouais, donc le temps est complètement dilaté et, et en parlant beaucoup avec elle de ce qui est de la création, de comment on ressent ces choses-là, elle me disait qu'elle avait vraiment l'impression que pour pouvoir se sentir, avoir cette fibre créatrice, cette inspiration qui arrive, il fallait qu'elle ait du temps, il fallait qu'elle ait de l'espace, il fallait qu'elle ait du calme. Et, donc je compare ces discussions-là avec ce que j'ai vécu pendant le confinement. Et pendant le confinement, en fait, c'est au début du confinement, à partir de quelques semaines, je dirais, de confinement, que j'ai tout d'un coup, de façon très naturelle, complètement assumé mon envie d'être professionnellement, en tout cas, compositeur à l'image, et non plus entre deux chaises, puisqu'avant, pendant des années, hein, littéralement pendant je pense 3 à 4 ans, j'étais complètement déchiré entre j'ai envie de composer à l'image, j'ai envie d'être guitariste professionnel et de faire les deux. Et du coup, comme je n'arrivais pas à choisir, et que naturellement en plus je déteste les choix, je trouve ça trop nul les choix, pourquoi on va choisir? Mais j'étais bloqué, quoi. Et le fait d'être bloqué me frustrait, me rendait malheureux et en plus ne me faisait pas avancer. Et ce qui était très drôle, c'est que pendant des années de vie, on va dire active, entre les études, les projets, où je courais partout aussi, je n'arrivais pas à choisir. À partir du moment où je me suis retrouvé sans activité, arrêté, avec, ça pourrait être vertigineux, on pourrait se dire, mon Dieu, je vais me noyer dans mes propres questionnements et tout. Ben, la réponse s'est imposée d'elle-même. J'ai même pas eu besoin d'y penser. En fait, ça s'est décidé tout seul, j'ai su quoi. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui est fondamental et que notre société nous fait oublier à cause du rythme de vie qui nous a imposé dans la société. C'est que pour créer, on a besoin de temps, on a besoin d'espace, on a besoin de ça. Et en fait, si les gens qui veulent créer, peu importe ce que c'est d'ailleurs, hein, en tout cas, ils veulent avoir une création de l'esprit qui est liée à leurs émotions et à leurs idées, bah, il faut créer cet espace de temps qui n'est pas du tout naturel dans la société, quoi. Il faut se laisser du temps et justement arrêter de courir, quoi. Voilà. Ouais, non, mais Ça. je suis absolument d'accord et ça a eu cet effet-là pour moi, ça a ouvert en fait un espace que je ne me permettais pas d'avoir en fait et d'occuper en tout cas avant. Et donc ouais, je suis d'accord. Ce calme, cet espace, ce temps dilaté aussi, euh, il est primordial et ouais, ça a eu du bon, mais ouais. Après, j'ai aussi vu des gens qui comblaient ce temps et qui faisaient 3 millions d'activités. Et ok, Marion. Mais voilà, après, c'est chacun aussi, tu vois, chacun. Mm, mm.
chacun l'occupe. Mais Ouais. s'occuper de se faire 3000 activités qu'on n'avait jamais eu le temps de faire, c'est aussi nourrir sa créativité de nouvelles choses qu'on n'avait pas pu s'apporter. Donc, ça peut aussi Ah, fonctionner. ouais, carrément, carrément. Tu veux nous en parler, Bah, Marion? comment? Tu veux nous en parler? Non, mais en gros, moi, c'était déjà de base, je suis assez hyperactive et là, enfin, c'était puissance, je sais pas combien, mais je me levais hyper tôt le matin. Il y a des moments, je dormais même pas. Je faisais de la couture à qui on veut, voilà. J'ai un cahier comme ça avec des idées de pièces. J'ai fait à bouffer comme jamais. Bon, du coup, J'ai enfin pas bref, vu la fin de j'ai cette beaucoup de choses. interview, ce sera. J'ai commencé à écrire un livre. Yeah. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et en même temps, ça permet de canaliser les choses. Et même s'il y a que 10% de ces idées qui naissent, tu vois, ça permet de sortir, quoi. C'est aussi ça, l'envie de créer, c'est on a des trucs à sortir de nos tripes, Ouais, quoi. Tout d'un coup, on se laisse de la place et ça sort. c'est clair. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci beaucoup Non, continue! C'est la thérapie du mois. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était pas Ah, trop. c'était chouette. Ouais, merci Marie. Merci à tous d'avoir suivi la fringante discussion numéro 4 du mois d'avril. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et puis je vous dis au mois prochain avec de nouvelles aventures. Génial.